Bonjour. C'est pas du tout facile de jouer avec un micro comme ça, dans la trompette, sur la trompette. Et c'est très étroit ici. En fait, je pourrais dire, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, on va quand même en profiter. Nous sommes ici pour une grand-messe, celle du 40e anniversaire, avec, vous l'avez en main, une Bible. C'est celle du Centre d'action interculturelle. 40 ans. 40 ans, ça se fête. Alors, avant que je rejoigne la scène, je suis déjà essoufflé, hein, c'est terrible. J'ai deux bonnes nouvelles. Si, par malheur, vous avez un petit peu froid, il y a des plaids qui pourront être distribués à votre intention. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, ça devrait s'afficher sur le grand écran, parce que vous allez pouvoir utiliser votre portable, parce que vous serez mis à contribution. Alors, voilà le QR code. Vous prenez votre GSM, votre portable, vous allez sur ce QR code et vous indiquez tous les mots qui vous passent par la tête quand vous réfléchissez au CAI, à son action ici sur la province de Namur. Donc vous mettez égalité, justice sociale, enfin je ne vais pas vous dire ce que vous devez marquer, hein, vous le savez. Bien, je vais essayer de rejoindre rapidement la scène. Vous me laissez 2 secondes avant que je ne tombe ici dans les escaliers de cette chaire de vérité et je vais arriver tout près. Voilà, je cours, mais malgré mes 24 ans, je n'ai plus la forme olympique comme certains d'entre vous. Je vois justement ici à l'avant Michel Villon, Michel Frédéric, il y a notamment André Chapotte. Moi, je me dis qu'avec la crise ici qui touche le journalisme, je vais peut-être changer parce que je ferai peut-être des vieux os en me lançant dans l'interculturalité. Vous croyez? Ce serait pas mal, hein? Bon, voilà. Voilà, je vais inviter tout de suite les orateurs à venir me rejoindre ici. Il y en a 3. Ahmed Hakim qui est à l'arrière, qui va arriver. Je vais vous présenter tout de suite. Venez vous asseoir, on est vraiment bien installés dans ces fauteuils. Moi, je vais déjà le faire tout de suite, hein. Voilà, alors, dans le désordre, il y a bien sûr Benoît de Sissi, la directrice qu'on ne présente plus, hein. Elle officie ici au CAI depuis 30 ans, imaginez. Et puis après, il y a Tawinka Loreis, qui est de l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale, qui a participé à la rédaction de l'ouvrage dont on va parler et qui a travaillé longuement avec le CAI en accompagnement. Et puis il y a Ahmed Hakim, personnalité qu'on ne présente plus, il est multicasquette, hein. Il est écrivain, il a participé à la rédaction de l'ouvrage, et puis il est éditeur aussi, hein, c'est Couleur Livre qui a édité cet ouvrage, et puis c'est aussi un ancien du CAI, il nous parlera un peu de son ancienneté au sein du CAI. Alors Benoît, c'est peut-être le moment d'un premier mot de bienvenue. Si nous sommes tous ici, c'est bien pour partager, se souvenir d'hier, vivre le présent et construire ensemble l'avenir. Une association qui a 20 ans, c'est une entité qui est portée par un passé et tirée par un avenir. Le passé qui fonde, et Michel Villon vous en a fait part, qui permet d'instituer un sens à l'action. Et si l'on ne s'en coupe pas, tout comme pour les personnes qui immigrent, c'est déjà un grand pas vers la construction d'une identité forte. L'élaboration d'un projet politique par les organes, juste après l'agrément par le décret, dont Michel Villon a parlé, en 1997, a permis de rendre encore plus explicite le projet de société du CAI, vers une réelle construction d'une société interculturelle dépassant la seule intégration des immigrés à un système. C'est aussi ce qui a déterminé le changement de nom de la SBL. Derrière les organes, il y a surtout des personnes, membres d'associations belges et d'immigrés, responsables politiques. Oui, moi je pense que tout est dit. Alors la messe est dite. On peut aller boire un verre, hein. Bon, allez, soyons sérieux. Ça, c'était une bonne invitation. Ça sera après. Mais en tout cas, pour le 20e anniversaire, pour le 30e anniversaire, le CAI a toujours voulu laisser des traces et j'espère qu'on va pouvoir utiliser peut-être un autre micro. Est-ce qu'il va, le micro? Je n'ai pas l'impression. Il y avait un petit ennui technique. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Voilà, on va régler tout ça. Je Donc, disais qu'on laisser des entendait, traces, c'est vraiment la mission du CAI à tous les anniversaires. Il marche, le micro. Oui. Et on Oui. peut s'asseoir, s'asseoir. soyons-nous. Maintenant, on peut s'asseoir. Ouf, déjà. Donc, ben oui, 40 ans, c'est quand même le cap de la maturité, le début de la sagesse, de la sérénité. Mais c'est aussi l'âge où tout est possible, où on peut enfoncer toutes les portes. Et des portes, pour le moment, on s'en prend plein. Mais au CAI, on va continuer à les enfoncer et avec le secteur aussi, croyez-nous-en bien. Alors, c'est vrai qu'il y a 20 ans, on a déjà voulu laisser des traces. On l'a vu dans une partie de la vidéo que vous avez eue là, et le reste de la vidéo va, va passer. On n'est pas des professionnels du spectacle, hein. Alors il y aura peut-être quelques petits bugs pendant toute cette cérémonie, mais on fait pour un mieux. Donc, on a voulu laisser des traces. Et donc, à l'époque, on avait déjà fait cette vidéo qui expliquait le contexte de la création du CAI, mais aussi son évolution, ses fondements, le pourquoi il avait été créé. Ensuite, quand on a eu 30 ans, on a de nouveau voulu marquer le coup. Et là, on a fêté plutôt un anniversaire qui s'appelait Engagement croisé, en mettant en évidence des personnalités qui tournent autour du centre, mais aussi autour des communautés. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait Engagement croisé. Et puis, vers 2020, en 2020, pardon, je devais faire par là, on ne s'en souvient plus très bien. En 2020, en fait, lors d'une mise au vert, on a fait un exercice de systématisation. Et lors de cet exercice, en fait, il fallait laisser des traces aussi. Ici, on va entendre un petit extrait de notre travail sur la systématisation. On s'est dit à un moment donné, voilà, on a une pratique, on a un savoir-faire, on a une pratique, on a une expertise, mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement nous réapproprier cette pratique? La revoir notre histoire, reprendre notre histoire, la mettre à plat, la recréer quelque part et de pouvoir en tirer des leçons, on peut en tirer des apprentissages qui nous permettront d'améliorer notre travail évidemment, mais aussi de savoir ce qu'on fait, d'avoir plus conscience de ce qu'on fait. Mais donc revenons quand même, parce que donc là j'étais un petit peu trop vite dans le temps. Revenons un petit peu en arrière, c'est moi qui ai bugué en fait, il faut le reconnaître, c'est pas l'équipe derrière, c'est moi, comme souvent d'ailleurs au CAI. Souvent je m'excuse, donc je m'excuse platement. Et donc je devais vous dire que notre 40e n'a pas commencé aujourd'hui, il a commencé en début d'année avec cette séance de vœux, donc la photo était bien juste. Et puis on a voulu aussi, on a organisé un colloque en avril donc 2025 sur l'associatif rôle de proposition politique. Et ensuite on a aussi réalisé 4 vidéos, une avec notre fondateur, Michel Villan, qui explique dans cette vidéo le contexte de la création du CAI. Donc, c'est la vidéo actualisée, hein. L'autre que vous aviez vu, c'était précédemment. Ensuite aussi, avec Georges Burnotte, une autre vidéo qui explique plus le travail dans les quartiers, tout ce qui a démarré à l'époque, et on a vraiment retrouvé des perles au niveau des quartiers. Ensuite, une vidéo avec notre cher maître Hakim, qui a inventé ici en province de Namur en tout cas, et même au-delà, toute la médiation interculturelle et le concept d'interculturalité, et enfin avec moi-même autour du projet politique. Voilà, on va essayer de retomber sur la conduite pour rester logique. Et là, il y a quand même aussi la volonté d'archiver et aussi de comprendre un peu ce qui s'est passé par le passé. Et là, il y a une travailleuse du CAI, Guylaine, qui était prévue dans la conduite. Ma contribution, moi, c'est la contribution d'une fourmi dans tout un système, en fait. Voilà, je ne suis jamais qu'une fourmi parmi toutes des fourmis, et donc ensemble, on arrive à construire nos projets, à faire en sorte que la société change, quoi. Voilà, et donc oui, donc je le redis quand même. Donc à côté du livre, on a travaillé cette ligne du temps au départ, justement de tout ce travail d'archivage, une ligne du temps qui est sur le site internet et qui retrace les 40 années du CAI,
avec à chaque fois une explication sur l'ensemble des projets. On a aujourd'hui cette cérémonie et puis on a une petite rajoute. Le 21 avril 2026, on organisera une porte ouverte dans nos locaux, dans notre jardin. Il fera beau, là, il fera chaud, enfin on l'espère. Parce qu'en fait, on veut aussi présenter mieux nos métiers, parce qu'on a beaucoup de métiers au CAI et c'est vraiment la complexité et la richesse du CAI. Ce sont tous ces métiers. Donc, bienvenue déjà à nos portes ouvertes. Mais on peut revenir alors plus sur notre travail de systématisation des témoignages. Oui, en tout cas, le CAI est une association, et on l'a compris, atypique. Il est vrai qu'il y a une personnalité ici qui est fort importante, c'est Michel Villan. C'est un Namurois, bien sûr, et il a travaillé à la Fondation Roi-Baudouin, mais il a aussi participé à l'écriture de la politique d'intégration, du décret. C'était en 96, si j'ai bonne mémoire. Et ça, c'est quand même pas mal, il faut le signaler. Et puis, il a créé le Centre d'action interculturelle. Et voilà, c'est important de le dire, et c'est repris aussi dans le livre. Et donc, en fait, au départ, il n'y avait rien. Et puis, il y a eu un jeune immigré, très visionnaire, un peu fou, qui s'est mis à rêver et à bâtir une société. Et on va l'entendre de ce pas. Eh bien, on a créé le Centre socioculturel des immigrés de la province de Namur suite à une étude que j'avais faite pour la Fondation Roi-Baudouin sur les différentes formes de pauvreté dans la province de Namur. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ce centre avec des partenaires tels que la province de Namur, la ville de Namur, et puis d'autres associations et communes andines et Sambreville. De 1983 à 1997, le moment où ce centre a été agréé comme centre régional d'intégration, il y a un petit bout de chemin. Voilà, ce qui est important en regardant un peu l'histoire, c'est de se rendre compte que finalement le CAI a conservé ses valeurs, justice sociale, les droits, le respect des droits. Ça, c'est très important, malgré l'évolution du contexte politique. Oui, et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire passer dans tous les projets dont j'ai parlé. C'est vraiment pouvoir transmettre ces expériences, nos fondements, le pourquoi on a développé les choses, comment on a développé les choses. Aussi parce que trop souvent, moi je constate aujourd'hui qu'on réinvente les choses. Or, il y a des expériences qui ont été créées il y a longtemps, qui existaient déjà et qui ont porté leurs fruits. Il y a aussi des combats qui étaient menés dès les années 80. Si on parle par exemple de la lutte contre le racisme ou de l'extrême droite, certains croient, moi j'entends parmi les plus jeunes, on dirait que c'est nouveau. Ben non, pas du tout. En 80, le CAI, mais bien d'autres opérateurs aussi, luttaient déjà contre le racisme et contre l'extrême droite, avec des expériences porteuses à la clé. Et c'est un petit peu tout ça qu'on a voulu en fait montrer, retracer et exprimer. Dans cet ouvrage qui s'intitule « Au confluent de l'intégration et de l'intergénérationnel », non, l'interculturalité, c'est encore mieux. Alors, je me tourne vers Dawinka Lorenz, puisque vous avez participé à cette rédaction. Vous travaillez pour l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale. Oui. Vous pouvez présenter un peu une carte d'identité très rapide? Oui, donc l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale, c'est en fait un grand nom pour désigner une ASBL de 6 travailleurs qui a une double reconnaissance comme centre d'archives privées et comme service d'éducation permanente. L'IHOS aussi a à peu près 40 ans et il a une triple mission, je vais dire, enfin double par ses fonctions, c'est à la fois sauvegarder les archives pour de l'histoire des droits politiques, des droits économiques, des droits culturels, c'est très vaste, les rendre disponibles et consultables, mais aussi forger des premières synthèses, des premiers bilans historiques pour réfléchir sur l'ici et maintenant. Donc c'est vraiment une conception de l'approche historique qu'on veut au service de la réflexion citoyenne et de l'action citoyenne. Donc on est basé à Seraing, on conserve
Je continue? Oui. On conserve des archives papier, bien évidemment, des archives numériques aussi. Et une de nos caractéristiques, c'est aussi de nous intéresser beaucoup aux archives orales, aux témoignages. On adore ça pour différentes raisons. D'abord, on trouve que ça complète bien les archives papier, mais aussi ça permet aux acteurs de cette histoire sociale, passée et en cours, de jouer un rôle actif dans la construction des récits mémoriels et historiques. On leur donne la parole, on conserve, on enregistre leurs paroles et voilà, c'est une façon directe de les impliquer et une façon de faire en sorte que les mémoires individuelles se mutualisent, viennent enrichir une mémoire collective. Et comment vous avez accompagné ce projet du CAI concrètement? D'accord, donc je tourne ma page quand même. Donc en fait, le CAI est venu vers nous vers l'automne 2023, il y a un peu plus de 2 ans, et on a construit un dispositif étape par étape, avec 6 étapes. La première étape, ça a été 4 rencontres avec un groupe porteur, je vais dire, au sein du CAI, c'est-à-dire à peu près une douzaine de travailleurs qui voulaient s'impliquer dans la préparation de cet anniversaire. Et décennie après décennie, on a fait des animations. Première partie, c'était un témoin clé qui venait partager son expérience sur la décennie en question, avec échange ensuite, comme par exemple avec Michel Vilan pour la première décennie. Après, dans la deuxième partie, on réfléchissait mutuellement à 40 dates clés, 10 dates clés par décennie, sur des moments, des événements emblématiques qui allaient permettre de forger une ligne du temps, une frise chronologique, pour illustrer comme ça des moments clés de l'histoire du CAI. Mais ça a vraiment été co-réfléchi, co-décidé. Déjà là, il y a eu un travail de rédaction avec l'équipe, enfin c'est l'équipe du CAI qui a rédigé. L'IHES accompagnait en fait, en proposant une fiche type et par un travail de relecture. Et voilà, ouais. Et ça, c'est un aspect. Donc cette frise chronologique, c'est un des outils produits que vous pouvez aller consulter sur le site du CAI. Et comme je disais, comme on aime bien l'oralité, on a aussi accompagné un dispositif de collecte de témoignages. Alors, oui. Et donc, en fait, cette collecte, le CAI nous a suggéré de la faire par duo thématique, avec un ancien et un actuel travailleur sur un même métier ou sur un même enjeu qui avait traversé comme ça 40 ans d'histoire. Et donc, voilà, c'est les travailleurs qui se sont interviewés mutuellement et une forme de dialogue s'est instaurée. Et là, il y a eu plusieurs podcasts, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, et donc là, comme Dawinka vient de le dire, il nous semblait vraiment intéressant de parcourir nos métiers qui sont particuliers. Comme je le disais, on en a plusieurs de métiers, ils sont assez complexes et puis ils ont évolué dans le temps. Si je prends par exemple le métier de médiateur interculturel, que Maître Hakim a créé. Aujourd'hui, on se retrouve avec une évolution en passant par l'interprétariat et puis jusqu'à des accompagnateurs interculturels aujourd'hui. Et donc, comme l'a dit Dawinka, il nous semblait important de voir l'évolution de ce métier, que l'ancien travailleur qui avait à l'époque été porteur du métier, puisqu'on a créé tous les métiers, puisse expliquer aux nouveaux travailleurs et au public évidemment, puisque l'objectif était aussi de les enregistrer, quel était le fondement de ce métier en particulier. Donc il y a 8 métiers en tout dans les vidéos, dans les podcasts, pardon. Mais aussi la rencontre avec un nouveau travailleur. Alors d'une part pour lui expliquer au nouveau travailleur, mais aussi pour que le nouveau travailleur puisse expliquer à l'ancien travailleur mais quelle a été l'évolution en fait de ce métier, comment lui le porte aujourd'hui. Et donc ensuite, on termine par un échange entre les deux travailleurs avec une approche un peu plus méta autour des enjeux, etc. Alors on va vous faire écouter 2 petits extraits. Le premier, c'est avec Madame Laurence Durdu, qui est ici dans la salle, qui coordonnait nos cours de français. C'était l'époque où le CAI, organisait encore des cours de français, jusqu'en 2009 en fait. Donc, dans ces cours, c'était le lieu où les gens pouvaient un peu se poser, pouvaient se rencontrer, et ce qui était ce qui était marquant aussi, c'est de voir comme la première personne, le premier référent qu'ils avaient dans l'ouverture au français, c'était quelqu'un.
ça devenait vraiment la personne de référence, la personne en qui on avait confiance. Et voilà, c'était à l'époque, tout passait par ces cours, toutes les angoisses, mais aussi toute ces premiers pas dans la langue, où on se trompait, où enfin bon, et on cheminait ensemble comme ça, et c'était un esprit assez extraordinaire. Alors à l'époque aussi, on faisait 3 ou 4 fois par année, on faisait de grandes fêtes, des grandes fêtes, et voilà, c'était vraiment, c'était devenu un lieu vraiment de solidarité entre soi. C'était vraiment très, 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 très important. Voilà, belle période. Et ensuite, on va écouter un deuxième extrait, c'est autour du métier d'accompagnateur. Là aussi, on explique l'évolution de ce métier et aussi les enjeux, la posture à adopter aussi pour un accompagnateur interculturel avec Bernard Forget, qui était le coordinateur jusqu'à il y a quelques mois. L'ADN du CAI, c'est la prise en compte des besoins des personnes. On a continué de valider cet ADN. On a continué de dire ça reste très important. Et donc, on a abordé la question en tant que telle dans des réunions d'équipe et également dans des accompagnements qui sont venus par après, où on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour continuer d'avoir cette posture interculturelle alors que les personnes sont obligées? On a abordé ça dans des réunions, on a échangé, on a demandé à des collègues de donner les trucs et astuces qui leur permettaient à eux de se sentir encore accompagnateurs interculturels, plus que, je vais appeler le vilain mot, plus que bilanteur social. C'est des mots qui sont utilisés, qui ne nous collent pas du tout. Et donc, par exemple, et ça c'est en accord avec la direction, parce que c'est des choix qu'on fait qui ne sont pas pris dans tous les centres régionaux, mais on fait par exemple le choix de dire, si quelqu'un demain me demande d'accompagner physiquement une personne dans un espace, parce qu'il est juste pas à l'aise pour y aller, il trouve pas le temps, il voit pas comment faire, ça n'a rien à voir avec le parcours d'intégration. C'est une démarche administrative où c'est une rencontre avec un propriétaire pour louer un appartement. On va tout faire pour l'autoriser. On va tout faire pour dire, ben oui, vas-y. Oui, vas-y, eh ben, c'est à moi. Et donc, j'imagine bien qu'en équipe, vous avez écouté tous ces podcasts pour voir un peu ce que cela évoquait. Et on va se tourner vers Véronique Bourgeois pour un témoignage également. Je pense qu'elle est dans la salle aussi. Voilà, et je tends le micro. Merci. On me pose une question ou j'y vais d'emblée comme ça, témoignage. Donc, je suis chargée de formation au Centre d'action interculturelle depuis un peu plus de 3 ans. Et le podcast a été l'occasion de rencontrer Liliana Gomez, qui avait occupé ce poste bien plus d'années que moi, mais qui était déjà partie quand je suis arrivée. Et donc, ça a été une très chouette rencontre, déjà humainement, parce que j'en avais entendu beaucoup parler en bien, je l'avais croisée une fois, mais là, on a eu plus d'1 heure pour échanger. Et puis surtout, échanger sur notre vision du métier, de la formation, de comment on forme à l'interculturalité. Et donc, ça a été très, très intéressant et c'était rassurant aussi pour moi qui n'étais pas là depuis si longtemps, de voir que certaines de mes idées aussi était confirmée par son expérience bien plus longue et par ce qu'elle me disait. Donc, une chouette opportunité de rencontre et des traces qui ont été laissées. Merci beaucoup pour ce témoignage, Véronique Bourgeois. Je me retourne maintenant vers Dawinka, parce que finalement, quel est l'intérêt de cette démarche ? Quel est l'intérêt de cette démarche, oui, de ces collectes? Je rebondis quand même sur quelque chose qui n'a pas été dit. Donc, il y a eu ces collectes d'archives orales, il y a eu la frise chronologique, il y a eu aussi 2 séances avec toute l'équipe, donc plus de 20 personnes, pour écouter des extraits de podcasts. Donc, c'est aussi pour illustrer le fait qu'on ne voulait pas être uniquement dans la commémoration, uniquement dans le passé. C'était aussi des espaces pour, à partir d'extraits du passé ou de pratiques, d'inviter l'équipe à ce qui est transmission au sein de l'équipe et notamment auprès des jeunes travailleurs de cette histoire, des valeurs, des pratiques, des difficultés, aussi par moments des espoirs, et qui est un dialogue sur et aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur évoque ?
Qu'est-ce qui les surprend? Face aux défis aujourd'hui et des enjeux, quelle réflexion cette écoute du passé leur apporte? Et donc, ça vient compléter, je pense, ce que Véronique vient dire. Donc, il y a eu le moment de duo, le moment de podcast, mais aussi un moment de partage. Et puis, il y a eu ce fameux bouquin, où là, il y a un processus aussi de coécriture, on y reviendra. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'on veut faire? D'abord, ça apporte une polyphonie, le fait une pluralité des voix, des points de vue qui s'expriment sur une même histoire. Et ça, on pense que ça vient enrichir le travail que les historiens peuvent faire de manière complémentaire. C'est donner la voix à ces acteurs qui ont vécu cette histoire. Et ce que je voudrais souligner, c'est que malgré la frénésie du temps présent, eh bien, le CAI a pris le temps, même si ce n'était pas simple par moment, ni pour nous ni pour eux, de prendre le temps comme ça, de regarder en arrière pour nourrir le présent. Donc, je pense que ce travail rétrospectif, collectif, c'est aussi une façon de produire de l'intelligence collective, d'analyser ce dans quoi on est aujourd'hui, par moment de se réassurer, de se dire, comme Benoît l'a dit tout à l'heure sur la remontée du fascisme, c'est la remontée de l'extrême droite, c'est aussi se dire d'autres que nous ont vécu ça et on va traverser ça. Et comment on le fait? Et qu'est-ce qui a déjà été expérimenté? Qu'est-ce qui est à imaginer? Et c'est vraiment une belle illustration, je crois, de comment l'analyse collective rétrospective peut nourrir le temps présent. En tout cas, c'est notre volonté. Et en quoi le travail a été finalement différent par rapport à vos habitudes, vos pratiques habituelles? Oui. Pourquoi est-ce que ça a été un peu différent avec le CAI? Mais donc, il y a cet aspect collecte d'archives orales où ils ont pris la barre en grande partie. Et c'est très bien, mais au tout début, on dit normalement, c'est nous qui menons les interviews. Non, je rigole, mais le fait que c'est eux-mêmes, c'est les travailleurs qui ont préparé les canevas d'interview. Certes, on les avait formés au préalable, mais après, en fait, c'est eux qui ont conçu les canevas. Nous, on les a relus pour aussi poser des questions pour un public extérieur qui écouterait, qui ne reste pas, par exemple, dans leur jargon avec tous ces sigles qu'on ne comprend pas forcément quand on débarque. Mais c'est eux qui ont mené les interviews et ça a forgé forcément des questions éminemment pertinentes parce que c'est leur quotidien professionnel. Donc il y a vraiment eu un dispositif là qui était nouveau pour nous et je pense qu'on va le réutiliser. Ça, c'est un exemple. Et qu'est-ce qui vous a surpris par cette ASBL que vous ne connaissiez peut-être pas nécessairement à fond? Déjà, c'est cet intérêt pour le passé. Donc, comme on l'a démontré ici dans la présentation, le CAI et avant le CSCIN, ils ne nous ont pas attendus, ils n'ont pas attendu l'IHOS pour s'intéresser à leur passé. Il y a une tradition de regarder ce qui s'est passé pour nourrir, pour observer par où ils sont passés et se positionner. Donc ça, je pense que voilà, on avait des atomes crochus sur les dispositifs et toute institution, parce qu'on accompagne souvent des assos, des mutuelles, des syndicats à faire leur histoire. Et ce goût pour le passé, ce sauvetage des archives aussi, c'est pas spécifique à tous les acteurs de terrain. Ça, c'est une des choses qui nous a étonnés. Il y a aussi cette équipe qui est foisonnante, riche. Elle a différents métiers, différentes formations, différentes origines. Cette équipe aussi, elle est interpellante et ça a été une chouette rencontre, voilà, de notre point de vue. Et puis cette volonté aussi d'être très ascendante. Certes, ils font preuve de professionnalisme, ils ont traversé beaucoup de changements, d'écriteaux, de contextes, on y reviendra. Mais ils ont voulu interagir avec ce contexte, avec cette histoire, et faire revenir aussi, remonter la voix des acteurs de terrain, que ce soit les assos ou les publics cibles, les personnes étrangères et d'origine étrangère. Alors c'est un travail d'équilibriste compliqué, mais ils nous ont expliqué ça. Voilà. Et encore une des caractéristiques, c'est une histoire compliquée quand même, très complexe, tentaculaire, tellement ils font des choses, tellement ils ont eu différentes reconnaissances, différents subsides, qu'ils ont aussi, même en dehors des sentiers battus, essayé d'autres choses. Donc, pour rendre compte de manière fluide de cette histoire, c'était un exercice qui n'était loin d'être simple. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je vais me tourner maintenant vers Ahmed Hakim, parce que, voilà, je le disais, il y avait plusieurs casquettes, mais tu as travaillé au sein du CAI. Le CAI qui est une instance qui fréquente les syndicats, le monde politique, les associations, le monde associatif, c'est très important. Ça t'a marqué, ça? Oui, tout à fait. Ce qui m'a marqué, c'est effectivement le CAI de l'époque
et le contexte, qu'il soit géographique, qu'il soit institutionnel, politique aussi, qui est vraiment marqué, et c'est particulier à la région et à la province de Namur, qui est vraiment marqué par le pluralisme et la diversité. Pluralisme idéologique et politique, et diversité, y compris au niveau économique. On a une partie de la province qui est très industrialisée, et une autre qui est extrêmement agricole, et avec des petites villes qui sont un petit peu entre les deux. Avec aussi des communautés immigrées à l'époque qui étaient très diverses, mais très éclatées, très peu nombreuses, et en même temps avec un ancrage assez fort depuis parfois plusieurs décennies. Et donc, j'arrive dans ce contexte-là, et il y a une évidence pour moi, qui est que, surtout après la crise économique vécue fin des années 70 et puis durant toute la décennie des années 80, dans les années 90, pour moi, une des seules voies pour en sortir, en tout cas au niveau des populations immigrées, c'est absolument de rompre l'isolement et de recréer des liens. Recréer des liens institutionnels, associatifs, avec les syndicats bien sûr, mais aussi avec les populations, entre les immigrés eux-mêmes. Et quelque chose qui est très très important pour moi à l'époque, c'est aussi de recréer les liens avec les immigrations présentes, mais aussi passées. On ne pouvait pas s'engager dans un travail d'intégration et d'interculturalité sans bénéficier de l'apport, par exemple, de l'immigration italienne qui a précédé la plupart des autres immigrations. Et donc c'est vraiment ce travail de lien et aussi de médiation qui m'a semblé important, et je me suis inspiré à l'époque, j'aborderai ça peut-être plus tard de manière plus approfondie, mais je me suis inspiré à l'époque de courants qui étaient très présents au Canada, début des années 90, en Belgique, et en Belgique francophone en particulier. On ne parlait pratiquement pas de médiation, et encore moins d'interculturalité. D'autres ont parlé d'insertion, d'intégration, mais très très peu d'interculturalité, à l'exception de l'une autre association. Et c'est au travers de ces courants canadiens, francophones du Québec notamment, que j'ai pu avancer dans la conceptualisation de la médiation interculturelle en tant que telle. Et de la création du centre de médiation pour les gens du voyage. On va en parler dans quelques instants, mais je propose d'écouter Béatrice Bachizi de Caravane pour la paix, parce qu'elle a eu aussi l'appui du CAI pour fonder son association. On va l'écouter. Voilà, je m'appelle Béatrice Bachizi. Je suis belge d'origine congolaise. Je suis directrice de l'ASBL Caravane pour la paix et la solidarité. C'est une ASBL vraiment dans la définition d'ILI, typique ILI à 100%, mais avec un point bien rouge, bien noir sur la femme, les parcours des femmes migrantes. Nous sommes une ASBL féministe. Vous allez voir que tout ce qu'on va faire, on va orienter vers cette possibilité de sortir les femmes migrantes de l'ombre. J'ai fait passer mes statuts et vous vous rendez compte que je prends rendez-vous pour venir au CAI et je débarque, on se connaissait avec mes notes et tout. Et dit oui, on peut t'encadrer et tout. Et donc l'aventure a commencé comme ça. Dès le début de Caravane, en 2007, où ça passe au moniteur belge, et en 2007, je suis prise en charge par le CAI. C'est peut-être ce que les autres associations ne savent pas. Et moi, je me sentais bien dans cette maison, puisque je savais ce que j'avais appris. Et comme je suis ce que je suis, j'étais fouinée encore plus, et j'ai compris que c'est grâce au CAI que je vais sortir de l'informel, mais faire quelque chose de formel. Et aujourd'hui, je crois que Caravane, je peux être fière de dire que nous sommes dans l'excellence dans ce que nous faisons. Avec un petit peu la contribution du CAI. Pas un tout petit peu, mais beaucoup. Beaucoup. Puisque moi, je ne vais pas lâcher le CAI. Et parfois, je vois des associations qui arrivent, je leur dis, mais allez-y. Mais je les vois un pied dedans, un pied dehors, ils n'ont rien compris. Tu ne peux pas forcer les gens à comprendre les choses. Je savais que j'étais une élève et pour atteindre les objectifs et travailler proprement, je devrais suivre les instructions,
les directives et tout ça. Regarde, aujourd'hui, on a un décret qui est sorti. C'est trop compliqué à comprendre, c'est 30 pages. Mais je sais que c'est mon droit de venir dire au CAI, vous m'expliquez où sont les enjeux. Mais il y a des associations qui vont se mordre les doigts et on a un outil. Donc, les CAI restent vraiment l'observatoire même des ILI. Et tant qu'ILI, je suis avec eux. Je n'ai pas d'état d'âme. Je suis là pour arriver à atteindre mes objectifs. Et je trouve que peut-être le CAI lui-même est très lapidaire de dire ça, mais c'est dans ses missions. Je ne sais pas, mais c'est dans ses missions. Il est là pour accompagner les associations. D'accord. C'est dans ses missions et quand on est avec eux, on sait qu'on met les pieds là, on met les pieds là et tout ça. C'est vrai qu'à part ça, il me voit aussi évoluer. Donc, ma matière féministe, je la développe ailleurs aussi. Voilà, pour ceux qui la connaissent, elle est ici présente, bien évidemment. Pour ceux qui la connaissent, on sait bien que Béatrice ne lâche absolument rien, et sûrement pas le CAI. C'est bien vrai, hein, c'est bien vrai. Alors, je me tourne encore vers Ahmed. On vient d'entendre l'influence, finalement, du CAI. Ça a été aussi le cas pour la création du centre de médiation des gens du voyage. Oui, tout à fait, puisque tout d'abord dire que c'est d'abord une initiative du gouvernement wallon de l'époque, début des années 2000, qui a probablement entendu parler de quelque chose qui s'appelait la médiation interculturelle, dans un centre qui visiblement, avait un certain atout, à savoir être une espèce de couveuse de nouveaux services et de nouvelles organisations, et donc s'adresse au CAI pour créer un nouveau service qui s'appelle le Centre de médiation des gens du voyage et des Roms en Wallonie. Alors, effectivement, pour moi, lorsque un beau jour, Benoît est venu me rechercher pour me proposer la création de ce projet, de ce centre, c'est une continuité par rapport à ce qui existait et ce qui existe toujours, à savoir la mise en relation, et la mise en relation sans lâcher, comme vient de l'expliquer Béatrice, sans lâcher les principes de départ que sont les droits fondamentaux et le respect de la dignité humaine des personnes que nous sommes censés accompagner, soutenir, aider et défendre, tout en restant dans une relation de respect, dans une relation de respect, je dirais, vis-à-vis des institutions et des autorités qui nous mandatent. Et ce lien de médiation entre des autorités qui nous mandatent et des catégories de personnes, des populations qui sont dans le besoin, qui vivent parfois des injustices, souvent des injustices pour certaines, ce lien de médiation est quelque chose de très très particulier que nous avons essayé en tout cas de développer au Centre de médiation des gens du voyage, qui n'a fait que continuer cet approfondissement de la diversité des acteurs. Donc là, nous sommes avec des communautés différentes, des acteurs institutionnels différents, et une population sédentaire qui est très très différente aussi, et nous essayons de travailler dans l'intérêt de tous, en n'oubliant pas que notre raison d'être est aussi de travailler d'abord avec les gens du voyage et les Roms. Je me tourne à présent vers l'éditeur. Qu'est-ce que ça signifie d'éditer ce genre d'ouvrage? C'est un petit peu la suite. C'est la suite de tout ce que je viens de dire, à savoir essayer de porter à la connaissance du plus grand nombre une série d'expériences, de pratiques, de connaissances qui sont souvent éparpillées, délaissées, peu mises en valeur. C'est d'une certaine manière donner l'écrit, la parole, si vous voulez, à des acteurs, que ce soit des personnes, des auteurs en tant que personnes, ou des organisations, comme c'est le cas ici, qui autrement auraient très très peu de probabilité, en tout cas, de se voir éditer. Et pour nous, c'est un travail aussi important, et ce projet-ci en particulier, dans la mesure où c'est aussi faire le lien entre le passé, le présent et le futur,
C'est aussi rappeler mon point de départ au CAI. Quelque chose qui était important pour moi et qui l'est toujours, c'est les personnes immigrées, exilées de tous bords. Ils ont une histoire aussi avant d'arriver ici. Et quand ils arrivent, quand ils vivent ici, ils se retrouvent avec des populations qui ont aussi une histoire, avec des institutions qui ont une histoire, une pratique, etc. Et on ne peut comprendre et on ne peut travailler avec ces populations-là qu'en tenant en compte, en considération, plutôt en prenant en considération cette histoire-là. Et modestement, ce travail-ci, je pense, contribue très bien et de manière, en tout cas, excellente par le CAI et l'IHOS. Voilà. Et donc ce travail d'éditeur, c'est aussi une continuation de ce travail de transmission ici, plutôt, de savoir-faire, pratique et expérience. Vous l'avez bien vendu, hein, cet ouvrage, on va le dévorer. Il est là, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et j'ai eu l'occasion de le dévorer aussi. Il y a une partie qui est aussi, elles sont toutes intéressantes, mais il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé parce qu'elle remettait un peu tout dans le contexte historique. Et ça permet de remettre des balises comme ça que parfois on a vécu mais on a oublié. Ça donne vraiment cet aspect-là. Oui, et vous allez me demander pourquoi il y a une partie contexte. Ben oui. Voilà, donc dans ce bouquin, effectivement, il y a une intro méthodo qui explique le processus qui a été développé pendant plus de 3 ans. Et il y a aussi donc une histoire du CAI et les 40 dates clés qu'on a expliquées. Mais on s'est longtemps interrogé sur comment articuler les contextes qui soient politiques, économiques, l'évolution des politiques migratoires, l'évolution des législations, des décrets, avec cette histoire. Parce que dès les premières rencontres avec l'équipe, avec le groupe porteur, les travailleurs nous disaient, mais nous, on a interagi avec cette histoire. Les personnes qui sont là, avec qui qu'on a accueillis, ben, ce n'est pas les mêmes au début du CCIN et puis au CAI. Donc, comment rendre compte de ces interactions avec ce contexte? Alors, comme je l'ai dit, l'histoire du CAI, elle est déjà tellement dense en tant que telle. Après moult réflexions, beaucoup d'échanges, on a décidé de faire du contexte une part séparée. Une part séparée, mais dans la partie CAI, on fait les liens. Donc, on peut très bien lire la partie éléments contextuels de l'évolution des politiques migratoires au développement des centres régionaux d'intégration en Wallonie. C'est 40 pages quand même. Soit on le lit de manière autonome, et d'ailleurs ça sera en ligne, soit on le lit en parallèle et on comprend mieux les interactions. En fait, c'est aussi se demander quelle pièce du puzzle on a été dans tout ça. Forcément, Ahmed disait, chaque migrant, chaque personne arrive avec son histoire, mais on est pluriel, on est un individu, on est le membre d'une famille, d'une communauté, d'un pays. Donc quelle pièce du puzzle on est dans tout ça, c'est une façon aussi de tâcher de répondre à ça. Bien, ce que je propose maintenant, c'est d'écouter un extrait d'une intervention de quelqu'un que tout le monde connaît ici à Namur, André Chapotte. C'est l'incontournable monsieur de l'interculturalité. On va l'écouter. La réalité de l'immigration a changé. C'est pas tout à fait la même. On assiste, autant hier on avait affaire à des migrations qui étaient demandées, qu'on allait chercher dans les pays, bon, par l'Italie, l'Espagne, puis bon, après les pays comme du sud de la Méditerranée, Algérie, Tunisie, Maroc. Bon, à partir du moment où d'autres migrations se sont arrivées, ça a changé, je dirais, ça n'a pas changé la ligne de fond, mais ça a changé le type d'activité, le type d'approche, et puis ça a fait susciter, je dirais, des démarches, si on pense aux réfugiés. Peut-être juste dire, il était prévu aujourd'hui, mais voilà, on vient d'apprendre, il y a juste avant de démarrer, qu'il n'a pas pu venir. André prend quand même de l'âge. Donc voilà, il y a des jours où c'est bon, et il y a des jours où c'est moins bon. Bien, ben on va continuer, on a une pensée pour lui, bien sûr. Encore une petite intervention d'Awinka, et puis après, il y aura une intervention de Benoît.
Oui, juste préciser en fait que ce travail sur le contexte, il avait déjà été commencé au CAI et notamment par Guylaine. Il y avait déjà tout un travail de dépouillement de travaux clés avec des moments clés qui avaient influencé cette histoire du CAI sur base d'ouvrages incontournables et notamment les articles ou ouvrages de Martiniello et d'André Area, de Marco Martiniello et André Area. Et en fait, nous, on a prolongé ce travail d'éclairage du contexte. Et ça a quand même été un travail d'équilibriste, je le dis, parce que c'était entre se rendre lisible et pas trop dense, et néanmoins citer nos sources et renoncer à l'exhaustivité. Donc ça, je voulais quand même le préciser. Voilà. Et aussi ce contexte, dire que c'est à nos yeux un outil citoyen aussi pour observer le temps long de l'histoire, observer que les politiques migratoires, elles sont aussi le fait de choix, le fait de représentation. Et donc on pense que c'est un outil aussi citoyen pour toute personne qui a envie de réfléchir et de se positionner par cet enjeu d'une société réellement inclusive et et multiculturelle. Merci pour ces importantes précisions. Il y a le QR code qui vient de s'afficher sur le grand écran. N'oubliez pas, c'est très important de marquer les mots qui symbolisent un peu l'action du CAI. Dernière intervention pour cette première partie avec Benoît, puisqu'en fait le dernier chapitre du livre concerne les enjeux. Quels sont-ils ? Alors, je ne vais pas vous dire tous les enjeux, vous n'avez qu'à lire le livre. Merci, au revoir. Non, moi, je voulais insister sur un point qui est d'ailleurs dans les enjeux et dans la dernière partie, mais qui traverse tout le livre. C'est que, et en revoyant l'ensemble des projets que nous avons menés, il n'y a pas un seul projet que nous avons mené tout seul. Donc, un des enjeux et une des forces, c'est de travailler tous ensemble. Et donc, dans les enjeux et dans la conclusion, c'est de pouvoir se dire, continuons tous ensemble à faire alliance. Vous êtes une grande majorité dans la salle ici, des partenaires et des acteurs avec qui on a monté la majorité des projets depuis de longue date, partenaires institutionnels et partenaires associatifs. Et donc, c'est ça qui est pour nous une des forces de nos corps intermédiaires. C'est aussi de pouvoir faire le lien entre les citoyens et les institutions. C'est aussi le rôle des centres, c'est de vraiment pouvoir faire ce lien-là, faire remonter les problématiques, les porter un peu comme on l'a fait lors du colloque Force de proposition politique. On est un réel acteur de construction de la démocratie, mais aussi de défense des droits fondamentaux. Alors, aujourd'hui, j'apprends rien à personne. C'est pas rose. Tous les jours, on entend des licenciements autour de nous, même de nos proches, des associations qui ferment, des institutions publiques aussi qui doivent licencier des travailleurs, et j'en passe des meilleurs et des meilleurs, j'ai quand même envie de le dire, et toutes ces familles immigrées qui sont à la rue, tout simplement à la rue, ces migrants en transit que le gouvernement wallon vient de refuser le subside ici même, alors on va les retrouver dans nos fossés là dans quelques temps, ça va recommencer. C'était une victoire qu'on avait eue qui est décrite dans le livre d'ailleurs, mais ce combat-là, par exemple, on l'avait mené à plusieurs, et notamment entre les citoyens, les collectifs de citoyens, des associations, et on avait pu créer une grosse coordination wallonne, et c'est comme ça qu'on avait été entendu aux politiques. Et nous, on y croit encore, c'est de pouvoir faire alliance tous ensemble. L'ennemi, il n'est pas entre nous. On dit souvent, oui, il y a peut-être des petites guéguerres entre nous, parfois entre les piliers, entre les associations, Arrêtons, l'ennemi, il est ailleurs. Il faut vraiment qu'on puisse travailler ces questions-là, surtout dans les sables mouvants aujourd'hui. Appuyons-nous sur nos fondements, sur nos valeurs. C'est ce que nous, en tout cas, on fait au CAI. Et cette énergie collective, en tout cas, moi, tant que je serai là, je la porterai, de travailler vraiment ensemble. Continuons tous ensemble à enfoncer ces portes. Aussi dire que dans le paysage wallon, la dernière chose que je voulais dire, c'est que on entend au niveau notamment des initiatives locales d'intégration, c'est notamment là aussi où il y a des coupes-sondes là qui sont en train de se faire. Donc le paysage va être fortement impacté. Il y a aussi l'apparition en région wallonne, dans le cadre du changement de décret, d'un observatoire de l'intégration. Et donc les centres régionaux et les initiatives locales, on va aussi devoir se redimensionner, voire travailler et construire notre complémentarité.
c'est aussi ici, pour ce qui nous occupe, ce qu'on va devoir travailler avec. On est traversé évidemment par ces guerres, par ces lignes politiques fédérales qui nous tombent dessus. Et la région qui suit aussi. Et donc, continuons. Alors, ceux qui ont besoin de recettes ou d'expériences, lisez. Il y a quelques recettes dans le livre pour y arriver. Voilà, merci. Et malgré cette adversité, on a quand même voulu terminer cette première partie avec des rêves. C'est important. Et pour ça, on va donner la parole, ça va aller très vite, la parole aux travailleurs et travailleuses. J'ai 2 micros. Je garde le mien. Je garde le mien. Voilà. Ils vont lire chacun et chacune une ligne d'un témoignage. Le CAI a permis la création d'autres ASBL. En les hébergeant, on a servi de tremplin à ces associations, le CMGV et le CETIS Wallon. Aujourd'hui, la Wallonie, avec le travail des centres régionaux, peut être vraiment modèle de la façon dont on travaille sur la question interculturelle et l'intégration. On a le droit de se féliciter tous de ces 40 années, de tous ces accomplissements. En tant que travailleur au CAI, l'apprentissage, les rencontres et le processus apportent plus que le résultat final. On est arrivé à un moment de maturité et on peut être fier de ce travail accompli. J'ai eu la chance d'être dans une association qui porte la dimension interculturelle dans son ADN et s'est inscrit dans le projet politique. C'est un axe de travail, de développement conscient et cherché. La plateforme de lutte contre le racisme, c'est à la fois une fierté individuelle, mais aussi collective, parce qu'il y a aussi tous les travailleurs et travailleuses de l'ombre qui font un travail énorme là-dessus. Les synergies qui sont faites avec les collègues sont aussi nécessaires parce que sinon, on n'y arriverait pas toutes et toutes seules. On mène des actions, on accompagne, on fait un travail de qualité. On est fiers de faire partie du CAI et d'avoir parcouru ce chemin. Il y a encore une intervention ou pas? Parce qu'on ne m'a rien dit, donc je ne sais pas qui terminait. Donc voilà, c'est bien fini. Mais il y a encore une intervention. Et merci aux travailleurs, travailleuses d'avoir lu ces extraits des différents podcasts. C'est important de terminer cette première partie, mais il y a encore une petite vidéo qui va apparaître. C'est le témoignage de Guylaine sur le travail éternel. J'avais déjà mon ouverture d'esprit. Autrement, je ne serais pas ici. Non, ça me réconforte dans mes choix. Il faut continuer à travailler pour que la société évolue. Et c'est un éternel combat, au fait, quoi. C'est pas, ça se termine pas demain, quoi. Et des gens, il y en a tous les jours qui naissent avec des idées différentes, et donc c'est riche de rencontrer toutes ces personnes-là et de les faire se rencontrer. Et donc c'est un travail éternel pour moi. Belle parole pour conclure cette première partie. On peut l'applaudir également pour cette intervention. Et avant de passer à la deuxième partie, qui sera plus courte, n'oubliez pas qu'il y a des plaids. Hein, si vous avez froid, il ne faut pas hésiter. En tout cas, moi, j'en voudrais bien. On va écouter maintenant en intermède musical Francisco. Et pendant que Francisco s'installe, je voulais tout particulièrement remercier l'IHOS, en la personne de Dawinka, et Ahmet, parce que sans eux, ce livre n'existerait pas. Ils ont vraiment apporté une grosse contribution, en tout cas les trois de l'IHOS, Dawinka, Camille et Ludo, et notre éditeur préféré, néanmoins le seul. On le remercie aussi. Et donc, parole à l'artiste. Sí, bonsoir, bonjour, buonasera, buenas tardes.